Nous sommes dans une situation dans laquelle on a besoin de beaucoup de prérequis et de conditions rien que pour se nourrir. Il y a besoin de beaucoup de pétrole, beaucoup de phosphate. Il y a même maintenant besoin d'Internet pour pouvoir approvisionner les villes. Donc ça fait quand même, on empile couche après couche de complexité, de technologie et de consommation d'énergie pour subvenir aux mêmes besoins qu'il y a 50 ans, il y a 2000 ans, qui est de se nourrir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. À nos niveaux de consommation actuels, dans la civilisation thermo-industrielle actuelle, les énergies renouvelables ne sont pas physiquement compétitives pour remplacer les énergies fossiles. Les énergies fossiles qui ont juste des propriétés physiques qui sont irremplaçables. Voilà. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Cyrus Farangui. Bonjour Cyrus. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours ? Donc, je suis Cyrus Farangui, consultant. J'ai grandi à Paris, puis je suis allé faire mes études supérieures aux États-Unis, puis en Angleterre pour d'abord un premier cycle d'ingénieur et un deuxième cycle d'économiste. Mes 2 premières années de ma vie professionnelle, j'ai travaillé à Londres, donc dans un cabinet de conseil, travaillant sur de l'IT. Et puis je suis rentré en France pour poursuivre ma carrière de consultant, avec d'abord un cabinet qui s'appelle CMI, où j'étais consultant généraliste, en particulier quand même une période dédiée à l'accompagnement des hôpitaux dans les gains d'efficacité et de productivité. Et puis en 2012, j'ai rejoint le cabinet EY pour faire du conseil en RSE. J'y reviendrai d'ailleurs sur cette période-là. Et puis je me suis mis à mon compte en 2017, début 2017. Donc mon cabinet Collaborative People tourne depuis 3 ans. Réalise historiquement des études économiques, des études d'impact économique, en particulier pour les pouvoirs publics, ministères, collectivités territoriales et puis structures parapubliques. Et donc je réalise l'évaluation de programmes divers de soutien à l'économie ou de financement de l'éducation, de la culture, etc. Beaucoup de programmes d'investissement d'avenir notamment. Et puis depuis quelques mois, je lance cette nouvelle offre de conseil en résilience des territoires sur laquelle je sensibilise mes clients, etc. Et puis de premières missions commencent à rentrer sur ces sujets-là. Tu parles d'RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et d'études à impact. Pourrais-tu les définir ? Alors à l'époque où je travaillais chez EY, la RSE, c'était essentiellement, quand même tel que je l'ai vécu, accompagner les directeurs RSE des grandes entreprises à faire leur rapport RSE parce qu'ils y étaient obligés par la loi Grenelle 2. Avec le recul, c'est pas parce qu'on fait un rapport RSE, qu'on collecte des données et qu'on mesure sa performance, d'ailleurs sur des durées parfois très courtes, c'est pas parce qu'on fait un rapport que ça restaure la santé des écosystèmes. Une autre composante de mon travail à l'époque, c'était justement des études économiques d'impact en soutien à des associations professionnelles, des syndicats et pour ne pas dire des lobbies, pour faire court, de la croissance verte. Donc j'ai soutenu à l'époque par des études d'impact, expliquant que ça allait créer plein d'emplois, ça allait économiser du CO2, qu'on allait pouvoir faire de la croissance jusqu'en 2050, vivre encore plus confortablement et en plus sauver le climat. Donc que demande le peuple? Et donc c'était pour l'industrie du véhicule électrique, des énergies renouvelables, du stockage, etc. On y croyait sincèrement. On y croyait, j'y croyais, c'était un travail vraiment sincère. Effectivement, à l'époque, on ne regardait pas forcément des indicateurs tels que l'intermittence ou la densité de puissance qui pouvaient indiquer déjà à l'époque qu'un monde, on va dire 100% renouvelable ou même un haut pourcentage de renouvelables allait être compliqué. Et puis on en voit aussi avec le recul, avec 10 ans de recul maintenant, que la part des énergies renouvelables notamment reste assez infime dans le mix énergétique mondial.
Donc voilà un peu sur ces 4 ans où bon, c'est des constats évidemment difficiles à faire et voilà, j'encourage encore les gens qui travaillent dans ces domaines-là, dans ce qu'ils font. Il faut encore quand même y croire. Je ne pense pas que tout cela soit inutile, mais à nos niveaux de consommation actuels, dans la civilisation thermo-industrielle actuelle, voilà, les énergies renouvelables ne sont pas physiquement compétitives pour remplacer les énergies fossiles. Les énergies fossiles qui ont juste des propriétés physiques qui sont irremplaçables. Voilà. Donc c'est les propriétés physiques, on va dire des énergies, on va dire plutôt pétrolières, qui te font penser que les énergies renouvelables qu'on nous vend en ce moment, telles que le photovoltaïque ou l'éolien, ne pourra jamais remplacer aujourd'hui à l'échelle du pétrole. Non, je pense pas, ni le pétrole, ni le charbon, ni le gaz. Donc pour prendre l'exemple du pétrole, et ça c'est bon, il n'y a qu'à se pencher sur les enseignements de quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici pour le savoir. Le pétrole est une énergie dense, facilement transportable, pilotable, c'est-à-dire on en a quand on veut. On a quand même maintenant une bonne photographie de la Terre et des ressources qu'elle comporte. Il y a des dizaines de millions de gens qui ont passé des décennies à chercher des alternatives à ces énergies fossiles et force est de constater qu'on en est quand même encore extrêmement, extrêmement loin. Je ne vois pas comment dans les 30 prochaines années on peut par exemple électrifier le parc entier de camions. Enfin voilà, je ne rentre pas maintenant dans les détails des indicateurs physiques qui permettent de... Mais voilà, ça ne reboucle physiquement pas. Donc le système de transport reste quasi entièrement dépendant du pétrole. Après, il y a peut-être plus de moyens pour se passer du gaz pour le chauffage, mais pour l'électricité, eh bien, cette électricité à l'échelle mondiale reste un bon 2/3 dépendant des énergies fossiles, donc principalement charbon et gaz. Et puis jusqu'à preuve du contraire, eh bien, pour qu'un pays en voie de développement arraché de la misère, c'est en consommant du charbon, du pétrole et du gaz qu'on en sort. Voilà, on a assez d'exemples historiques pour cela. Donc voilà, on est dans une situation où pour se développer, il faut brûler les énergies fossiles et pour se maintenir à un niveau de richesse élevé, il faut également... Enfin, voilà, on n'observe pas de transition énergétique, on n'observe pas de remplacement d'une source d'énergie par une autre, on observe historiquement et toujours aujourd'hui, hélas, un empilement énergétique. Donc les énergies renouvelables rajoutent une fine couche par-dessus une épaisse couche d'énergie fossile. Et donc là, tu as fait ce constat-là, on va dire, le long de ta carrière. Aujourd'hui, au début, tu étais plutôt, on va dire, dans un parcours classique, hein, tu l'avais dit, dans des cabinets de consulting. Après, tu es allé dans une voie plutôt RSE, donc responsabilité sociale. Comment tu as pris conscience de ces thématiques, la décroissance, la justice sociale, l'environnement, qui sont aujourd'hui tes thématiques que tu évoques à travers ton blog et aussi ton Facebook ou ton LinkedIn. Comment s'est fait ce cheminement au final de ta vie et de ta carrière ? Donc j'ai 36 ans, j'ai dû prendre conscience de ces sujets écologiques, on va dire les limites de la planète, au milieu des années 2000. Par plusieurs biais, donc évidemment les constats scientifiques à la fois de plus en plus alarmants, mais qui confirment aussi le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. La lecture de Collapse de Jared Diamond, pareil, au milieu des années 2000, qui suggère que le réchauffement climatique est loin d'être le seul souci que nous avons. Il y a une douzaine d'autres problèmes écologiques structurants, donc les sols, le stress hydrique, l'introduction d'espèces invasives, la déforestation, l'épuisement des ressources de poissons. Donc la prise de conscience est venue à ce moment-là, au milieu des années 2000, et puis je me suis mis petit à petit dans une démarche de sobriété, jusqu'à ce qu'effectivement cette idée, ce paradigme de la croissance verte, me mettre dans l'idée que finalement le progrès technique, etc., allait tout résoudre. On voyait par exemple à l'époque le coût des panneaux solaires chuter dramatiquement, les installations d'éoliennes et de panneaux solaires croître exponentiellement. Donc on se disait, ça y est, la partie est gagnée, on va y arriver. C'est en fait normal que dans les premiers stades du développement d'une nouvelle énergie, la croissance soit exponentielle. Puis elle se tasse un petit peu et là, on va dire, de prendre la place des énergies fossiles devient très compliqué.
Et donc, une fois, on va dire, évanoui ce paradigme de la croissance verte, et c'était récent, très récent, et puis surtout qu'on est maintenant en 2020, les échéances se rapprochent, le timing se resserre. Depuis ma prise de conscience, les diverses formes de pollution et de dégradation écologique ont très nettement augmenté. D'ailleurs, peu dans le monde occidental s'attendait à ce qu'en 20 ans, il y ait une si grosse couche de consommation supplémentaire venant des pays d'Asie, donc qui ont beaucoup rapproché les échéances à la fois de l'épuisement des ressources et du dérèglement climatique. Donc tout le monde est un petit peu pris de court par ce phénomène assez soudain qui rejoint l'idée de grande accélération. Donc cette prise de conscience à la fois du fait que la technologie n'allait pas forcément résoudre nos problèmes, qu'il y a eu 25 COP et qu'on n'a toujours pas avancé, donc qu'on ne réussit pas à trouver une coordination internationale, que les États centraux semblent un peu paralysés face aux problèmes, et que, hélas, les entreprises n'ont pas forcément beaucoup de business à se faire dans la dépollution. Effectivement, si c'était un business super rentable de réduire les émissions de CO2 et de sauver la biodiversité, la tâche des politiques serait plus facile aussi. Tout ça mis bout à bout laisse penser qu'il faut plutôt se préparer à un avenir où le climat serait peut-être de plus en plus inhospitalier, voire d'autres dégâts écologiques surviennent auxquels il faut s'adapter. Voilà, donc je suis maintenant dans cette perspective-là de résilience et de nécessité de s'adapter à des chocs, quoi qu'on fasse à partir de maintenant. Je pense, hélas, le quoi qu'on fasse à partir de maintenant ne va peut-être pas inverser les courbes de CO2 ou quel autre indicateur, même si on ne peut pas exclure encore qu'une action par le haut, par exemple venue de la Chine, etc., entraîne le reste du monde, mais j'ai appris à ne pas trop compter sur ce genre d'espoir et à me demander qu'est-ce qu'il faut la peine que je fasse, moi, avec mon entourage, avec ma communauté locale, qui a du sens, quoi que fasse le reste du monde. Tu as évoqué un sujet intéressant, la résilience. C'est un peu le thème de ce podcast. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on n'a jamais défini le terme de résilience. Tu en parles dans ton blog. Est-ce que tu pourrais nous définir le terme de résilience ? Pour faire court, c'est la capacité à résister à des chocs, qui soient de nature sociale, énergétique, climatique, géopolitique, etc. etc. Ça peut être la capacité à rebondir après une cyberattaque qui paralyse les systèmes d'approvisionnement pendant une durée et pendant lequel il serait de bonne loi d'avoir prévu quelques stocks, le temps de remettre sur pied les systèmes d'approvisionnement, par exemple. Après, qu'est-ce que je mets derrière résilience ? Les notions suivantes, celle d'autonomie, c'est-à-dire capable de s'approvisionner localement, celle de sobriété, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de trop de choses pour subvenir à ses besoins de base. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle on a besoin de beaucoup de prérequis et de conditions rien que pour se nourrir. Il y a besoin de beaucoup de pétrole, beaucoup de phosphate. Il y a même maintenant besoin d'Internet pour pouvoir approvisionner les villes. Donc ça fait quand même, on empile couche après couche de complexité, de technologie et de consommation d'énergie pour subvenir aux mêmes besoins qu'il y a 50 ans, il y a 2000 ans, qui est de se nourrir. Voilà, autonomie, sobriété. Je mets d'autres choses dedans aussi dans la résilience, la capacité à faire de la santé préventive. Notre système hospitalier est de plus en plus en difficulté. Il va falloir le réformer. Comment gagner en résilience sanitaire. Voilà. Quatrièmement, je mets du lien social et de la solidarité. On ne voit absolument rien seul. Faire de l'autonomie et de la sobriété tout seul, on ne vaut rien. C'est de toute façon beaucoup trop de travail. Et puis, c'est une stratégie individualiste qui ne marche pas. Les démarches qui fonctionneront seront collectives et en communauté. Je mets derrière ça de la résilience psychologique aussi. Être capable de rebondir après des moments de tristesse, après des drames, etc. Et puis il y a beaucoup d'exemples historiques dont s'inspirer sur comment les gens ont pu rebondir après des difficultés. Et puis je mets aussi celui de dignité, rester digne en toutes circonstances, rester dès aujourd'hui aussi très vigilant à tout risque de dérive qui, à terme, pourrait mener à des heures sombres et des horreurs, être vigilant dès aujourd'hui à
toute bifurcation du type dérive autoritaire qui, en 2040 ou 2050, nous ferait aller vers un monde qu'on n'aimerait pas voir aujourd'hui. Donc voilà, à tout moment se demander comment on maintient notre dignité. Cette question de blog, donc effectivement depuis septembre, je tiens un blog de plus en plus suivi, collaborativpeople.fr, et j'anime une communauté d'intérêt sur LinkedIn sur ces questions de risque systémique et de résilience. Il me semblait important de mettre ce sujet sur la table dans les milieux de cadres et de décideurs, de les crédibiliser, enfin au-delà de certains excès qu'on peut trouver à la collapsologie et que je reconnais, hein, il y a des excès, il y a aussi des sources d'inspiration et des thèses qui peuvent inspirer les discussions autour de risques systémiques et qui sont pris, à mon sens, de plus en plus sérieusement par les institutions et les entreprises. Et il me semblait utile sur LinkedIn d'apporter ce débat-là avec des thèmes que j'essaie de rendre de plus en plus variés et de diffuser, on va dire, une logique de pensée systémique et complexe qui intègre les diverses composantes du système. Donc pas seulement les questions climatiques et énergétiques, mais aussi les questions sociales, sanitaires, agricoles, psychologiques, etc., etc. Et tout cela étant lié. Il y a un mot qui revient souvent, c'est systémique. Bon, c'est vrai que ça fait un peu l'émission où on définit tous les termes, mais il y a vraiment un lien entre justement ces deux mots. Est-ce que en juste quelques mots, tu pourrais dire qu'est-ce que c'est un impact systémique ? Bon, je vais donner des exemples, c'est-à-dire qui sont de l'ordre avec une pensée systémique, même parfois simple, en pensant les choses plus dans leur globalité et les interactions entre différentes composantes du système, de pouvoir exclure la possibilité que certains scénarios de développement soient stables. Je donne un exemple, le transhumanisme par exemple, avec les rêves que demain on vive beaucoup plus longtemps, qu'on soit beaucoup plus nombreux, que cela bénéficie à tout le monde et que évidemment ça mène à une surpopulation qui est ingérable. Et du coup le système global ne reboucle pas, la capacité de charge de la Terre ne peut pas supporter un tel scénario. Aussi fou que ça puisse paraître, beaucoup de gens ne pensent pas jusque-là, ne pensent pas sur le système global, que l'espérance de vie augmente à l'infini. Alors c'est une belle aventure, on se doit de soigner les gens, de là à lancer l'humanité dans, on va dire, la quête de l'immortalité sans penser sur la stabilité globale du système. Voilà. Il y a des cas plus compliqués où où une pensée systémique permet par exemple de dire pourquoi est-ce que l'introduction du véhicule électrique ne va pas forcément sauver la planète. Enfin, beaucoup de gens ont les yeux rivés dessus parce que c'est visible. Or, quand on regarde le système dans sa globalité, les voitures n'émettent que de l'ordre de 5-6% du CO2 mondial. Donc c'est une composante importante, certes, mais ça focalise beaucoup plus que 5-6% de l'attention. Donc une pensée systémique va regarder beaucoup plus largement toutes les diverses sources d'émissions. Qui plus est, ces 5-6%, le véhicule électrique permet certes de faire des économies, mais pas non plus de 100%, au mieux de 50%. Et comme le but de l'humanité, c'est de demain, quand je dis demain, c'est 2050, qu'il y ait 2 voire 3 fois plus de voitures sur les routes, l'économie qu'on a faite grâce au véhicule électrique, elle est annihilée. C'est le fameux effet rebond, par exemple, dont on peut parler. Donc, on va dire, c'est un peu poser des équations plus globales qui permettent de voir le fonctionnement et le comportement du système plus dans son ensemble, surtout dans un monde où tout est interconnecté. Tous les systèmes sont interconnectés. Et donc l'étude de ces interconnexions et des interactions entre différentes composantes, par exemple, quel est le lien entre les questions hôpital, énergie, c'est des réflexions à mener qui ouvrent, je trouve, les chakras. Collaborative People, là, on va dire, rentre en jeu. On a un constat qui est là. Toi, aujourd'hui, tu as parlé de ça sur ton blog, mais tu as aussi accompagné des collectivités, des territoires, face justement à ces risques et rendre ces territoires résilients. Quelles actions concrètes sont mises en place aujourd'hui par les territoires pour faire face à cela ?
Alors je démarre tout juste depuis quelques mois cette activité, donc la technique habituelle c'est déjà de se documenter, de se cultiver l'esprit, puis de crier sur tous les toits, ce sujet m'intéresse, parler de résilience partout, entretenir des discussions jusqu'à ce que petit à petit on fasse appel à moi sur ces sujets. Donc une mission que nous avons gagnée récemment et je m'en réjouis avec un consortium d'autres consultants, c'est pour le Conservatoire national du littoral sur une étude de l'adaptation au changement climatique de zones littorales menacées à terme par la montée des mers et donc la submersion de zones littorales qui induirait une perte de valeur, par exemple des champs agricoles ou des cultures d'huîtres qui se retrouveraient submergées. Donc la question posée par la puissance publique, c'est quels sont les scénarios dans lesquels on peut investir aujourd'hui pour protéger de la valeur demain. Donc c'est une très bonne démarche, je trouve, qui est enclenchée par la puissance publique. Combien est-ce qu'on doit mettre sur la table aujourd'hui pour préserver de la valeur en 2040, 2050, 2100 donc ça va dans le bon sens. Je vois d'autres appels d'offres émerger ici et là sur des plans d'action territoriale de collectivités qui veulent gagner en résilience alimentaire, par exemple. Après, il y a beaucoup d'actions dont on ne se rend peut-être pas compte aussi à l'échelle des villes qui essaient de réduire la place de la voiture et de favoriser le vélo, etc. Après, soyons France n'est que un tout petit bout du problème, dans le sens où pour véritablement gagner en résilience et être prêt notamment pour l'après-pétrole, on en est encore très 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 loin. Et il y a hélas des verrous sur lesquels les territoires ne peuvent pas agir. Par exemple, lorsqu'on parle de circuits courts, parce que tout à l'heure je disais la consommation des voitures, mais en gros la consommation des camions, c'est quasiment autant. Donc c'est-à-dire on consomme autant d'énergie pour nous déplacer que pour amener, acheminer les biens, notamment denrées alimentaires et autres, jusqu'à nous. Eh bien, on a assez peu de marge de manœuvre pour faire des circuits courts, inciter aux circuits courts, parce que les règles européennes et de libre concurrence ne permettent pas de favoriser un produit local versus un produit importé de l'autre bout d'Europe ou de la planète. Donc tout ça réduit les marges de manœuvre des collectivités pour gagner, à mon sens, en résilience. Je ne peux pas faire ici l'inventaire complet de ce qui est fait au niveau des collectivités. Mais si on regarde par exemple sur le site de SOS Mer, donc tenu par Alexandre Boisson, donc association cofondée par Alexandre Boisson, qui parle des communes en pointe, je dirais pas que ça se compte sur les doigts de la main, mais il y en a une dizaine, toujours un peu les mêmes. Donc des communes rurales qui essaient de limiter l'utilisation des pesticides, qui font un peu l'inventaire des ressources naturelles et des capacités de production alimentaire dans un rayon proche, etc. Mais ça reste, sur 36 000 communes, ça en fait pas non plus beaucoup. Donc il y a une vraie prise de conscience à étendre sur ces sujets-là, où, à mon sens, les territoires peuvent utiliser la résilience comme levier d'attractivité pour développer de nouvelles activités, pour attirer des urbains, peut-être un jour néo-ruraux, en quête de sens, qui se posent des questions, qui aimeraient tenter quelque chose de nouveau. On voit des choses apparaître, par exemple des communes qui mettent à disposition des terrains, qui font un espèce d'appel à candidature pour des groupes qui voudraient venir les occuper et développer de nouvelles activités. Donc c'est très bien, c'est des démarches à répliquer. Et puis, j'aimerais bien, on clenche des discussions avec divers interlocuteurs de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts, qui sont assis sur des tombereaux d'épargne des Français, notamment le livret A, qui sert à financer le logement social. Eh bien, est-ce que ce même modèle de logement social, donc qui est très urbain, pourrait être répliqué, au moins à petite échelle, en commençant une expérimentation, pourrait être répliqué dans un cadre rural pour proposer des habitations non pas type HLM, mais des habitats ruraux, qui sont peut-être d'ailleurs des maisons abandonnées qu'on rénove. Ça fait aussi l'occasion de isoler nos passoires énergétiques. Que ce même business model qui est assis sur le loyer d'un occupant de HLM, un loyer peut très bien être versé sur une maison à la campagne où l'occupant viendrait développer des activités économiques à lui. Donc c'est à creuser, puis des idées surgissent, par exemple prélever une prime d'assurance sur telle assiette en se disant
On s'assure en termes de résilience française, on revitalise nos sols, on restaure nos écosystèmes petit à petit, et même si ce n'est pas économiquement rentable, ça contribue en partie à la résilience future de la France, donc c'est une espèce d'assurance. Donc c'est à creuser, je vais pousser ces sujets-là de plus en plus pour qu'on y mette des moyens, qu'on trouve des modèles économiques qui favorisent, je pense, cette transition écologique réelle, parce que voilà, moi je pense que si on est sérieux sur la transition et qu'on se dit en 2040 ou que sais-je, on consomme 2 ou 3 fois moins de pétrole, la vie en métropole n'est plus la même. C'est-à-dire on ne peut pas approvisionner les villes ainsi en consommant 2-3 fois moins de pétrole. Il va falloir forcément se rapprocher à nouveau un peu des ressources naturelles qui en l'occurrence sont situées à la campagne. Donc on a ces continents entiers entre guillemets la France périphérique qui, pour moi, constituent potentiellement l'Eldorado de demain, ou du moins on n'aura pas le choix. Il faudra de plus en plus gérer les ressources naturelles avec soin, et ça passe par une proximité physique aux ressources naturelles. Voilà pour les collectivités. Après, il y a juste un point, désolé de te couper. Tu as parlé de néo-ruraux, de quête de sens. Ma génération, on n'est pas si loin, on doit avoir peut-être un peu moins de 10 ans d'écart. Je trouve que ma génération est en perte de sens, surtout avec les jobs qu'on nous propose aujourd'hui. Est-ce que, à l'inverse de la génération de nos parents, où il y a une exode rurale, est-ce que tu vois une exode urbaine pour aller justement auprès de ces villages, de ces territoires Il y a un début d'amorce de quelque chose. Alors moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, mais j'attire naturellement les gens de ce profil-là à moi, et je suis attiré naturellement par des gens de ce profil-là. Je pense que la masse n'est pas encore là. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, depuis 10 ans, alors on me demandait, on a fait le tour des collectivités. Après, là où ça bouge vraiment, c'est au niveau des individus. Donc, qui font face à beaucoup moins de freins institutionnels ou politiques ou autres pour avancer. Il faut savoir que depuis 10 ans, il n'y a qu'à regarder les indicateurs de pouvoir d'achat ou de PIB par habitant, on peut juger qu'une majorité de la France est entrée en décroissance. Lors de la décennie précédente, il y avait déjà une part de la France qui était entrée en décroissance, mais pas une majorité. Là, depuis, quand quelque chose augmente de 0% par an, comme le pouvoir d'achat, c'est que forcément il y a une majorité qui décroît et une minorité qui croît. Et donc, ces gens-là, ils ne restent pas juste à se tourner les pouces. Alors en grande partie, c'est effectivement subi, cette décroissance. En petite partie, elle est choisie, mais dans tous les cas, la nature a horreur du vide, les gens font quelque chose, et c'est là, je pense qu'il faut chercher les facteurs de résilience, observer autour de nous, dans les territoires qui sont déjà en décroissance, ce que les gens font. Je ne suis pas encore au bout de cette exploration, mais je pense que la solution va être moins dans des salons parisiens ou des salles de réunion à la Défense où les têtes pensantes se mettent autour de PowerPoint, font des schémas, des graphiques, etc., qui conceptualisent les choses à l'infini et théorisent les choses, alors qu'il y a des actions à observer un peu partout en France, de gens qui font déjà. Donc c'est déjà une source d'inspiration qui existe quasiment partout. On a un continent entier à explorer de gens qui font des choses. On y reviendra, mais moi, pour observer l'Ariège, on y voit des actions de résilience, de débrouillardise. Donc voilà pour cela, tout un gisement de bonnes idées au niveau des individus. Ça vaut le coup de parler État aussi. On a parlé collectivité, alors parler de l'État. On peut être un peu cruel avec effectivement la politique énergétique de la France qui a une avance-guerre depuis 10 ans, et on est sur le point de publier un papier avec Yves Bréchet, donc ancien haut-commissaire à l'énergie atomique et qui est conseiller scientifique du gouvernement pendant 6 ans, qui, comme Jean-Marc Jancovici, dresse un constat assez grave de politiciens qui ont un manque de culture scientifique et technique, qui ont les yeux rivés lorsqu'ils décident de mesures écologiques sur est-ce que ça va faire plaisir aux 10-15% du haut, mais voilà. Tout ça sera dans notre papier. Bon, on peut dresser effectivement des constats sévères. Après, qu'est-ce qu'on fait quand même au niveau de l'État? Bon, il y a quand même, depuis les crises pétrolières des années 70, une taxe lourde sur les carburants, hélas, rend la vie des gens difficile, mais le but est effectivement de limiter
notre dépendance au pétrole. Si cette taxe n'était pas là, l'étalement urbain serait encore pire et notre pays serait encore plus en état de dépendance vis-à-vis du pétrole. Cette taxe au moins a limité ce phénomène-là et c'est pour ça qu'elle est aussi maintenue. Parce que le pétrole, la disponibilité du pétrole se resserre aussi décennie après décennie. On en est à exploiter des gisements de plus en plus improbables et difficiles. Après, l'État a des choses de prévues en cas de crise. Voilà, là aussi des excès qu'on peut voir dans certains scénarios de collapsologie où on se sent livré à nous-mêmes. Non, j'invite les gens à aller voir par exemple le site des SAIV, c'est-à-dire la sécurité des activités d'importance vitale et des plans prévus par l'État pour protéger, en cas de tout un tas de scénarios de crise, des installations vitales qui servent notre approvisionnement énergétique, alimentaire, nos systèmes de communication, l'électricité, etc., etc. Un exemple est que, par exemple, nous avons 3 mois de stock de pétrole. Donc on peut imaginer que même en cas de crise géopolitique majeure qui divise notre approvisionnement par 2 ou que sais-je, on a quand même de quoi tenir même quelques temps. Surtout dans un cas pareil, on est assis sur tellement de gaspillage qu'on peut aussi réduire ce qu'on consomme, prioriser les consommations, etc. Le temps de se réorganiser. Donc voilà, on a une capacité de réaction et une capacité de résilience en laquelle je suis confiant. Voilà, nous sommes aussi un pays instruit. Nous avons des plans de secours. Il y a tout un tas de scénarios prévus, pas tout, mais il y a beaucoup de choses prévues. Donc ne pas sous-estimer notre résilience vis-à-vis de ça. Ne pas non plus sous-estimer la capacité d'anticipation du futur de la part de notre armée. Donc voilà, tout ça pour dire, ne pas non plus penser qu'on est dans un pays où les gens sont totalement à la rue, et donc voir quels sont effectivement nos leviers de résilience. Il y en a beaucoup, et puis il y a aussi des manques à remplir par les citoyens, comme ce que je viens de décrire sur, par exemple, la transition vers le rapprochement vers les ressources naturelles. Donc ça, effectivement, c'est ni l'État, ni la technologie, ni les entreprises qui vont le faire à notre place, pour l'instant. Et qu'est-ce qui te fait croire que l'armée est prête à des chocs systémiques ? Bon, déjà, c'est son métier d'imaginer en quelque sorte le pire. Je multiplie un peu les échanges avec cette institution-là, plutôt de manière informelle, voilà, pour m'informer. Et puis, j'ai accès à rien de secret défense, c'est juste pour ma culture générale. Effectivement, l'armée est une institution, pour le coup, qui n'est pas dans le court terme électoraliste, qui a des moyens pour agir en cas de crise. Pas dans tous les scénarios. Mais voilà, après, je ne peux pas parler pour toute l'armée, mais je sens que, comme beaucoup d'autres, comme toutes les autres institutions et comme n'importe qui, ils sont pris de court par cette question d'épuisement des ressources et de dérèglement climatique et de risque d'emballement qui, entre guillemets, rapproche l'échéance. Voilà. Et je ne vois pas forcément en l'état, je ne sais pas quel serait le plan B pour la France. Si ce n'est que, beaucoup de gens je ne peux pas parler pour toute l'armée, mais en tout cas, les individus à qui j'ai parlé, leur préoccupation, c'est pas tellement la croissance ou la décroissance ou dans quelle direction va aller le PIB. Leur préoccupation, c'est la sécurité des Français. Donc si cette sécurité passe par davantage d'autonomie et de sobriété énergétique et alimentaire et une moindre dépendance au pétrole, alors c'est ce qu'il faut faire. Donc la post-croissance, et même pour employer les mots qui fâchent, la décroissance, si ça peut contribuer à la sécurité des Français, alors c'est potentiellement une voie à explorer. Rien à voir, hein. Tu as plein de projets, notamment l'éco-village de Pourges, si je prononce bien. De Pourgues, en Ariège. Pardon, en Ariège, donc c'est pour ça que je connais bien l'Ariège. Une partie des revenus de Collaborative People est reversée dans cet éco-village. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet éco-village ? Non, absolument. Donc, c'est la troisième activité dont j'adore parler. Donc, mon activité de conseil, mon activité, on va dire, médiatique / animation d'une communauté d'intérêt et blogging. Et puis la troisième qui me tient beaucoup à cœur, donc où j'y passe mes vacances scolaires, puisque ma vie est à Paris. Mais dès que je peux, j'y vais. J'apprends à vivre autrement, à me rapprocher de la campagne. Je ne connais pas tout ça, donc j'apprends beaucoup de choses. J'ai assez peu de compétences en jardinage ou en faire à manger pour tout un collectif de 30
40 personnes, donc j'apprends à être commis de cuisine, donc voilà, j'apprends plein de nouvelles choses. J'apprends un fonctionnement, on va dire, démocratique à toute petite échelle, les instances à mettre en place pour que les choses se passent bien. Alors, c'est loin d'être idyllique, hein, même quand les processus démocratiques sont réglés comme du papier à musique, qu'on a un groupe de gens très très motivés, constructifs et bienveillants, eh bien, il y a quand même la vie en collectif à ses travers. Oui, alors l'argent que j'ai investi, effectivement, c'est un de mes projets de résilience, hein, à la fois personnelle et collective. Donc j'ai financé une serre écologique, l'aménagement d'une mare pour être autosuffisant en eau. Et donc année après année, ça avance, on va dire, lentement mais sûrement. Dès le démarrage, ils ont planté 300 arbres fruitiers, donc c'est la base, hein, c'est ce par quoi il faut commencer. Donc l'espoir est que dans maintenant 5-6 ans, des fruits commencent à pousser qui soient on va dire, autonomes en fruits. Après, le but n'est pas non plus l'autarcie, mais de créer des réseaux locaux, des échanges avec les autres producteurs du coin. Et donc je vois aussi ça dans ce genre de contexte, on va dire rural, on voit le système et on voit les circuits. Et on voit d'où viennent les choses et où elles partent. C'est vrai qu'à Paris, les choses sont quand même très, très systémiques. On est dans un décor. Là, effectivement, j'aurai un tout nouveau paradigme qui me motive à continuer à développer dans les décennies qui viennent. Voilà. Et il y a une chose, des événements importants qui sont arrivés dans ta vie il y a quelques années. Tu es papa de 2 jeunes enfants. Tu maîtrises des sujets qui sont assez lourds, on va dire. Pas facile à appréhender pour certaines personnes. Comment tu abordes les choses avec tes enfants ? Bon, alors, déjà, si tu les abordes. Je pense déjà, j'ai eu un dernier trimestre 2019, à la fois sur les réseaux et ailleurs, assez catastrophiste et qui pouvait faire peur. Le but n'était pas de faire peur, mais plutôt de lancer des alertes, hein, voilà, sensibiliser ou du moins en discuter, mettre des choses sur la table. Mais effectivement, il faut, comme pour les enfants, développer plutôt des récits positif, inspirant sur c'est pas la transition n'est pas qu'une vie de contraintes et de privation, mais ça peut être vraiment sympa. Effectivement, ça vient peut-être avec moins de consommation matérielle et énergétique, mais c'est remplacé par des activités inspirantes. Et donc, je suis content aussi de montrer ça à mes enfants. Et donc, c'est la priorité, c'est simplement leur faire vivre autre chose. Donc, en l'occurrence en Ariège, mais aussi à Paris, essayer de faire des activités qui soient sympathiques. Alors après, je leur dis quand même des choses du genre papa n'aime pas consommer ceci ou n'aime pas aller dans ce genre d'endroit, etc., sans trop leur faire peur, mais en expliquant par exemple sur les questions de viande ou quoi, pourquoi j'en mange assez peu. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, ma fille de 4 ans, c'est mon rayon de soleil. Après, elle est vraiment lunaire. Elle vit dans un monde principalement fait de papa, maman, ses copines, ses copains et sa maîtresse. Bon, bref, elle vit au jour le jour. Mon fils a un peu de recul sur les choses, et ce depuis longtemps. Donc, même, il a une certaine vision de l'histoire de l'univers et de l'humanité, dans l'ordre dans lequel se sont déroulées les choses. Et je lui ai expliqué sans être anxiogène que il comprend à quoi sert le pétrole à peu près. Ça sert à ramener, à transporter des choses et des hommes. Et globalement que tout ce qu'on vient de près ou de loin vient du pétrole. Je lui ai expliqué quelque chose dans le sens, oui, il risque d'y en avoir de moins en moins, et donc il y a de moins en moins de choses dans les magasins, mais c'est pas grave, tu auras probablement jusqu'au bout de ta vie, tu auras un ballon de foot, même s'il y aura peut-être moins de ballons de foot dans le monde. Jusqu'au bout de ta vie, tu auras quelques jouets, mais peut-être moins de jouets qu'aujourd'hui. Voilà. Il y aura peut-être de moins en moins de choses, mais ça ne nous empêchera peut-être pas d'être heureux. Voilà, après, je pense que c'est trop tôt aussi pour parler des vrais risques, on va dire à échelle mondiale, de stress hydrique, etc. Et là, s'ils existent, c'est un petit peu difficile quand même. D'être dans cette posture. Là, c'est pas vis-à-vis de mes enfants, mais vis-à-vis de gens avec qui je discute, d'être dans cette posture non plus trop positiviste, à que rechercher des récits inspirants et tout, alors même que les difficultés partout dans le monde, et y compris en France, sont réelles. La faim dans le monde qui repart à la hausse depuis quelques années, ce qui était
quasiment impensable au début de la décennie où on était, voilà. Il y aura des difficultés, etc. Donc toujours ce balancier entre, on va dire, les inquiétudes et les sources d'espoir, certes revues à la baisse, des espoirs de plus en mais qui restent lucides, et il y aura, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout de belles choses à faire. Voilà. Dans ce podcast, on aime donner des actions concrètes à mettre en place auprès de nos éditeurs. Quels conseils leur donnerais-tu pour agir auprès de leur entourage, du territoire, ou tout simplement agir pour essayer de rendre, on va dire, notre territoire, notre espace plus résilient, parce que c'est quand même un peu ton sujet. Non, bien sûr. Bon, je pense évidemment il y a une démarche de type conversation, sensibilisation. Alors, certains parlent de comment je fais pour convaincre. Mais c'est une extrême mauvaise idée d'essayer de convaincre. Déjà, c'est assez arrogant. Ça suppose que tu as raison. Or, tôt ou tard, nous aurons tous tort. Donc, ne cherchez pas à convaincre. Cherchez plutôt à discuter, à montrer, à faire preuve d'empathie. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, quand même, perçoit d'une manière ou d'une autre les limites du monde, qu'elles soient sociales, économiques, énergétiques, climatiques ou que sais-je. Alors après, les gens qui ne doutent d'absolument rien et qui sentent que tout est invulnérable et qui ont une foi infinie dans le progrès et ça va... on résoudra les problèmes à notre place. Bon, effectivement, là, c'est plus difficile d'engager des conversations, mais voilà, surtout, je dirais aux gens d'être patients et d'écouter et surtout de regarder autour d'eux pour les sources d'inspiration, car si on est dans une logique où les solutions sont locales, eh bien moi je peux pas, pour une personne du Puy-de-Dôme ou une personne du 20e arrondissement de Paris, enfin moi j'habite Paris-Ouest, ou une personne du Nord-Pas-de-Calais, je peux assez difficilement penser à sa place et trouver les solutions à sa place. Mais ces solutions et ces sources d'inspiration, elles se trouvent très probablement déjà autour d'elle. Il y a déjà des mouvements à rejoindre, à la fois pour, on va dire, faire de l'écologie, mais je pense qu'il ne faut pas non plus négliger les questions de lien social, qui sont très liées. Enfin, j'ai mis du temps à comprendre la question de la convergence des luttes. Pour moi, c'était antinomique. Je me suis dit, si on veut faire du développement socio-économique, il va falloir augmenter les revenus, donc augmenter la consommation et donc endommager encore davantage la planète. Oui, alors certes, peut-être. Néanmoins, non, il y a convergence sur ces questions-là, et je pense que c'est une idée intéressante à ce que tout le monde puisse discuter, puisque dès lors qu'on constate que dans le modèle actuel, le développement économique, ça consiste essentiellement à consommer des ressources naturelles, et que ces ressources, soit elles sont non renouvelables, donc le stock est fini, soit elles sont renouvelables, mais elles sont exploitées au-delà du seuil de renouvelabilité, donc l'eau, les forêts, les poissons, etc. Donc dès lors qu'on fait ce constat, on en vient à la conclusion qu'une minorité va chercher jusqu'au bout à augmenter sa consommation. Et cette minorité va être de moins en moins nombreuse, tandis qu'une majorité, elle, de plus en plus nombreuse, va y avoir de moins en moins accès. Et cette opposition, ça va être effectivement peut-être pays riches, pays pauvres, et puis au sein de pays pauvres ou au sein de pays riches, les riches versus les pauvres. Je peux comprendre par exemple la crise des gilets jaunes, où on voit bien cette convergence de lutte. Si eux ont de moins en moins d'essence à mettre dans leur voiture, sont obligés de faire de moins en moins de kilomètres et de se contraindre, pendant qu'une minorité, elle, va chercher jusqu'au bout à consommer de plus en plus d'énergie. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc moi aussi, je mets sur la table aussi ce débat à la fois socio-écologique, finalement, qui devrait être discuté un peu partout. Voilà, pour les conseils à donner, à la fois thèmes à traiter, puis ce que chacun peut engager avec son entourage. Voilà. On arrive dans les dernières questions. Quel livre ou ressources conseillerais-tu à nos auditeurs ? Oui. Récemment, j'ai lu un livre de Tim Marshall, Prisoners of Geography, qui illustre à quel point l'histoire des peuples et notre avenir est liée à la géographie. Donc voilà, l'Europe a un climat, entre guillemets, et une géographie bénie des dieux, donc des fleuves qui sont
facilement navigables, des zones côtières qui se prêtaient dès le Moyen-Âge à construire des ports, des terres plutôt fertiles et non marécageuses. Voilà, en Afrique, c'est à peu près tout l'inverse, par exemple. Donc c'est un livre très très intéressant que j'aurais tendance à recommander, qui est en lien avec nos sujets aussi, qui est que finalement nous sommes encore, malgré notre sentiment d'invulnérabilité, plus que jamais soumis aux contraintes du climat et aux contraintes naturelles dont nous pensions nous être affranchis. Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? Oui, moi-même, je vais me lancer dans une démarche d'émission, podcast et YouTube, dont le but sera faire le genre de choses que nous faisons ici. Donc c'est très bien, je te félicite aussi, Baptiste, pour ton engagement et voilà, c'est ton initiative que je soutiens et que tu mènes bénévolement. Je pense qu'il serait intéressant, c'est que nous soyons tous aussi le plus représentatif possible des différentes catégories de la population française. Donc, moi, pour ma part, par exemple, je compte aller interviewer des Gilets jaunes, des associations de quartiers populaires et de zones urbaines sensibles, et puis des gens qui ne sont pas forcément du tout du même bord politique que moi, mais tous ont une vision de la résilience qui leur appartient. Je pense que c'est important que toutes les catégories de la population française discutent pour qu'on voit comment on fait France tous ensemble, parce que que nous sortions aussi de notre milieu CSP+ de métropole. Voilà, donc je t'invite à ton tour à voir comment tu peux sortir de ta zone de confort. Même si j'ai pas écouté tous les autres podcasts, je peux peut-être. Non, tu as raison. J'ai fait qu'un podcast en région pour l'instant, et je compte sortir de ma zone de confort. En tout cas, c'est un très bon point. Si tu as des noms, n'hésite pas à me les donner, j'irai les voir. Et ma dernière question, c'est où on peut te retrouver ? Oui, bien sûr. Rejoignez notre communauté d'intérêt sur LinkedIn. Voilà, je lance des sujets, je pose des questions et les gens discutent. Sont de bords assez différents et je m'en réjouis. On a des avis assez différents, mais les discussions restent très respectueuses. Et le but est de plus en plus, ne pas trop s'attarder sur le diagnostic, mais parler véritablement action. Donc en faisant intervenir des pionniers de la transition ou des gens qui ont des idées, parce que moi je ne suis pas capable non plus d'animer tous les sujets. Donc de plus en plus, des contributeurs vont venir enrichir les discussions sur les sujets type agriculture, énergie, santé, psychologie, etc. Donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. J'ai une plus petite communauté sur Facebook aussi. Et puis le site www.collaboratifepeople.fr où vous pourrez retrouver le blog. Merci pour ton temps, Cyrus. Ouais, merci beaucoup. Je suis très touché par cette invitation et merci beaucoup. Merci beaucoup et bon courage pour tous tes projets. Merci, à toi aussi. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.